Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les deux principales courses par étapes de ce début de saison, à savoir Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui se sont terminées ce dimanche. Deux courses remportées par deux Slovènes, Primož Roglič en France et Tadej Pogačar en Italie, une domination slovène que l'on retrouve de plus en plus ces dernières années et que l'on a bien pu voir de part et l'autre des Alpes. On va donc débriefer les deux courses, la course française et la course italienne, et aussi avoir un petit œil sur Milan-San Remo qui arrive samedi prochain, la Primavera, le premier monument de la saison. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir deux de nos spécialistes du groupe Eto. Pour commencer, Alex. Salut Alex. Salut. Alors je signalerai juste que il y a 2 semaines pour les pronostics pour Paris-Nice et Tirreno Adriatico, t'as pas eu tout à fait bon, tu nous avais dit Adam Yates 4ème de Paris-Nice et Remco Evenepoel qui a eu du mal aussi sur Tirreno Adriatico. J'ai parié sur le mauvais frangin sur Paris-Nice, un peu dommage. L'autre n'a pas gagné non plus, hein, cela dit. Seulement une étape, pas le général, même s'il fait Simon Yates 2ème du général. Et le deuxième larron, c'est Anselme. Salut Anselme. Bien salut tout le monde, content d'être de retour. Eh bien avec plaisir. Eh bien voilà, à présent vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. On va donc commencer par la course française, à savoir Paris-Nice, bien évidemment. Paris-Nice donc remporté par Primož Roglič. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Paris-Nice, c'est toujours une course très animée. On a pu le voir cette année encore, mais j'ai pas trop envie de m'avancer sur le sujet. Je vais vous laisser, messieurs, dire concrètement qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Paris-Nice qui a mal porté son nom de course au soleil vu qu'on a eu la pluie en fin de semaine. Alex? Une édition normale en termes d'un cru pour Paris-Nice. C'était une édition qui était plaisante à suivre. On a eu droit au triplé jumbo en première étape, on a eu des bordures, on a eu des chutes, on a eu de la pluie, on a eu des attaques, on a eu du bazar, on a eu des échappées victorieuses, on a eu Burgodo qui nous avait fait vibrer sur la 6ème étape. Pour moi, c'est une édition de Paris-Nice qui a tenu ses promesses. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Paris-Nice, c'est une course qui déçoit très rarement. On a eu du spectacle, certains diront on n'a pas vu le vainqueur qu'on espérait parce que d'habitude Roglič il a l'habitude de se rater sur la dernière étape, mais c'était pas loin. Il faut bien un peu de nouveauté. Ouais, c'est ça. Donc il fallait bien qu'il la claque un jour, donc du coup voilà. Et puis on a eu la première victoire en World Tour de la Porte d'une manière assez spectaculaire. On a eu droit au déboire des équipes françaises à peu près comme à l'habitude. Avec quand même une victoire française, Mathieu Burgodo. 2 victoires. Oui, une victoire d'une équipe française et 2 victoires françaises, absolument. Tout à fait. Du coup, pour moi, c'était une belle édition, comme on a l'habitude de voir récemment sur Paris-Nice. Anselme, est-ce que tu vas rejoindre Alex sur cette belle édition de Paris-Nice? Moi, je vais être très français, donc je vais râler un peu. J'ai envie de dire, on a une édition normale de Paris-Nice, puisque c'est un peu le scénario qu'on a depuis quelques années. Mais surtout, la démonstration des jumbo dès la première étape, elle a un peu tué le suspense pour moi parce que ils sont sortis dans une bosse à 3 alors que ils avaient encore un peloton derrière eux. Ils ont fait péter tout le monde. À partir de là, je me suis dit Van Aert, Roglič, lequel Van Aert s'est relevé sur certaines étapes et Roglič a montré des petits signes de faiblesse sur la dernière étape. Enfin, sur la dernière étape, ils montrent des signes de faiblesse. Il n'y a plus que Yates devant et Van Aert avec lui qui avait fait les 3 étapes précédentes complètement pas à l'arrêt, mais il s'était relevé. Donc, ça a été plaisant. On a vu, comme l'a signalé Alex, le numéro de Burgodo, c'était pas mal du tout. McNulty qui nous a fait un peu, j'ai l'impression, son nouveau numéro qu'on aura l'occasion, je pense, de voir plusieurs fois dans la saison encore. Et puis après, Jacobsen, Pedersen qui remportent leur sprint. J'ai envie de dire c'était attendu. Donc non, ça reste quand même une bonne... En fait, j'ai envie de dire c'est une édition normale de Paris-Nice, mais Paris-Nice étant de base une bonne course. Donc on est quand même sur quelque chose de positif.
T'as juste des attentes élevées en fait pour Paris-Nice, c'est ça quoi. Bah, c'est ça, et puis je sais pas, j'allais dire un petit peu de folie, mais on en a quand même eu un peu. Non, mais c'est ça, je pense que en fait, le début de saison, la météo notamment fait qu'on a des grosses attentes, mais la dernière étape, c'est une superbe étape ces dernières années à suivre en termes de cyclisme, et je pense qu'on adorait avoir une étape comme ça sur le Tour de France. Après, je pense que même avec un parcours similaire, ce serait pas possible, étant donné que ils finissent à 60 et la météo plus les étapes d'avant en font que cette dernière étape est plus usante que si elle était à un autre moment de la course ou au mois de juillet. C'est vrai que tu fais bien de le signaler, ça a été un peu une hécatombe ce Paris-Nice avec seulement 59 coureurs à l'arrivée. Pour comparer, hein, en 2020, avec tous les abandons d'équipe à cause du début du Covid, il y avait eu 61 coureurs à l'arrivée. 59, on n'a jamais eu aussi peu de coureurs à l'arrivée de Paris-Nice depuis 1985. Donc il faut quand même remonter pas mal en arrière, avec pas mal de coureurs qui ont chuté, beaucoup de coureurs malades aussi, une épidémie de grippe qui se propageait dans le peloton, donc ça a fait des ravages, et notamment pas mal de prétendants au classement général. Pour revenir sur le point que tu as soulevé, la domination de l'équipe Jumbo, on les a vus faire le triplé sur la première étape, aussi sur le contre-la-montre, ce qui fait là aussi une performance historique. On n'avait pas eu ne serait-ce qu'un triplé d'une équipe sur une étape depuis 1983 avec l'équipe SEM de Sean Kelly. Mais cette équipe Jumbo-Visma sur ce Paris-Nice, elle a montré plutôt quoi? Des coups de force ou bien plutôt des coups tactiques? Avec ce qu'on a pu voir aussi bien sur la première étape ou dans l'ensemble de la construction du classement général. J'ai envie de dire les deux. La première étape, c'est clairement un coup de force, puisque on se retrouve pas avec un coup de chance, où les mecs qui les suivent, qui pour une raison ou une autre, peuvent pas. Là, c'est juste, ils avaient pas les jambes. Il y a Stibar qui les suit un moment avant de péter. Là, c'est un coup de force. Sur la dernière étape, je pense que c'est plus, outre le fait, le fait qu'ils ont roulé en début d'étape, ou qui peut être questionnable si ils savaient que Roglic était moins bien. Alors, est-ce que c'était du bluff? Je sais pas, ou juste assumer le poids de la course. Mais en dehors de ça, le fait que Van Aert se soit relevé sur les étapes précédentes, on se retrouve avec un équipier presque plus fort que Roglic. Et donc, à ce moment-là, il sera jamais tout seul dans la course, sauf incident technique. Et donc, forcément, c'est un bon coup tactique. Même si le fait de relever Van Aert sur les autres étapes aurait pu coûter cher si Roglic avait eu un jour sans ou un coup de moins bien sur ces étapes-là. Mais Van Aert, on sait qu'il a également des objectifs plus tard dans la saison, que difficile de courir tous les lièvres. Finalement, ça a payé et l'équipe ramène Paris-Nice. Donc, je veux dire que c'était les plus forts, c'était les plus malins, que chapeau bas. J'ai cru que tu allais paraphraser Patrick Chassé dans PCM, le travail d'équipe a payé et le sprinter ramène la victoire à la maison. C'était un petit peu ça pour Jumbo, à ceci près que Roglic n'est pas sprinter. Ou sprinter décime, mais ça ressemble un petit peu à ça. Alex, on va reprendre les performances de Jumbo-Visma dans l'ordre chronologique. La première étape, le triplé à Mantes-la-Ville. Ils sortent toutes les trois dans la dernière bosse, ils font exploser tout le monde avec Nathan Van Hooydonk puis Christophe Laporte qui mène un train en enfer dans la dernière montée. Là, ils étaient les plus forts, peu importe le placement des autres coureurs. Personne n'aurait été en mesure de les suivre. Vu l'accélération qu'ils mettent, je pense pas vraiment. Certes, il y a 2-3 mecs qui étaient pas ultra bien placés, mais même dans la bosse, on voit que Laporte, après, il se relève un petit peu dans la descente. On a l'impression que le duo Roglic-Van Aert veut faire gagner Laporte. Donc du coup, au final, quand bien même un gars moins bien placé, mais je vois pas trop qui était bien placé à ce moment-là, peut-être la tour même, mais même la tour, je le vois pas accroché. C'était Turgis, c'est Turgis qui était ressorti un petit peu en compte, qui était pas très loin à quelques secondes au sommet. Ouais, c'était un TDE, ouais. Et donc du coup, c'était Turgis, pas la tour. Même ça, du coup, on aurait juste fait galoper Laporte un petit peu plus et il aurait craqué. À mon avis, le trio Jumbo, c'était de loin les plus forts à ce moment-là. Et je pense que il y a pas grand monde qui aurait pu les suivre, à mon avis. Et même disons que un ou deux coureurs auraient pu les suivre, on aurait juste sacrifié Van Aert ou Laporte pour pouvoir les faire craquer derrière. Anselme,
tu rejoins ce que dit Alex, il n'y a pas de débat là-dessus, parce que ça parlait un petit peu sur le fait que les Jumbo-Visma, est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce triplé, c'est tout simplement être les bourrins, rouler les plus forts et puis advienne que pourra, ou alors c'est coup tactique d'être venu se placer précisément à ce moment-là de la course, tous les quatre en tête du peloton, d'avoir un peloton bien étiré et que d'ailleurs personne n'était en mesure de suivre. Bah non, parce que même les gars qui étaient présents dans leur roue, vu que c'était étiré, c'était forcément des gars en forme. C'était pas les porteurs d'eau du début d'étape qui, comme par magie, se retrouvaient devant à 15 bandes de l'arrivée, alors que ça avait vissé, qu'il y avait déjà eu des côtes avant. Donc non, c'est juste ils étaient plus forts et puis point barre. Dire que c'est parce que les favoris et tout étaient un peu plus dans le peloton, je pense que ce serait un peu exagéré et tenter de minimiser la performance qui est quand même assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, je suis allé rechercher un petit peu les screenshots, les palettes qui ont été faites sur le forum. À un moment, on a un petit groupe avec Quintana, Yates et Coquard. Turgis sort un petit peu de ce groupe, mais ne réussit pas à suivre. Donc, Coquard, Adam Yates, encore moins. Voilà pour clore. Ça, c'est la propagande CDA, ça, faut pas. Voilà donc pour clore un petit peu l'épisode de la première étape, les Jumbo-Visma, on les a vus encore très performants par la suite. La deuxième étape marquante, on va pas parler du contre-la-montre puisque là c'est vraiment des niveaux individuels, mais l'étape l'arrivée au col du Turini, Primoz Roglic, est-ce qu'il était inquiété véritablement selon vous? La seule moment où il était inquiété, c'est dans l'étape suivante à Nice. Mais dans le Turini, il a répondu présent et jamais été vraiment mis en difficulté. Le seul qui semblait aussi fort que lui, c'est Martinez. Mais à aucun moment on a senti Roglic se dire ah là il est pas bien, il va lâcher. Surtout qu'en plus c'était une montée sèche. On sait que c'est un exercice où le Slovène est quand même assez dominateur et se rate rarement. Autant sur un enchaînement pourquoi pas, mais sur une montée sèche comme ça c'est beaucoup plus rare. Et il avait aussi l'avantage du maillot jaune du classement général, la position. C'était pas, il avait déjà ses secondes d'avance, par exemple, 39 secondes d'avance sur Simon Yates au départ de cette étape du Turini. On l'a pas vu attaquer, mais c'est aussi par rapport à cette avance. Alex, par rapport à Primoz Roglic sur l'arrivée au sommet du col du Turini, c'est dans ses standards, on va dire? C'est ça, c'est en gérance. Enfin, il n'y a aucun moment où on s'est dit, ouais, oh là, peut-être, attention, il va peut-être lâcher, quelqu'un va peut-être attaquer. Non, enfin, on a vu Roglic, il était serein, il n'était pas au bord de la rupture, il n'était jamais vraiment inquiété. Et à la limite, c'est vraiment ses adversaires qu'on a vu galérer. On s'est dit, ah, Yates, quand même, il galère sacrément. Martinez, je ne sais pas s'il va tenir jusqu'au sommet. Donc. Moi, non, c'était juste une domination sans partage de la part du Slovène. Et au final, là où il a été le plus en danger, comme vous l'avez dit, c'est la dernière étape, l'étape autour de Nice. 3 ans après, on a eu de nouveau cette étape Nice à l'arrivée de Paris-Nice. Là, pour le coup, il y a des moments, voilà, il a perdu jusqu'à 25 secondes à peu près sur Simon Yates qui avait attaqué dans le col d'Ez, en passage des plus pentus. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que Primoz Roglic se soit retrouvé un petit peu dans le dur sur cette fin d'étape? Je sais pas, difficile à dire parce que outre Van Aert et pas Wout Van Aert, les trois autres avaient fait autant d'efforts que lui sur les étapes précédentes. Est-ce que la météo a joué un rôle, la pluie, le froid? Je ne sais pas parce qu'il fait partie de ceux qu'on a vu enlever manchettes, jambières, gants dans la dernière ascension. Assez tard au final, hein. Oui, mais ce qui laissait supposer qu'il ne souffrait pas vraiment du froid. Ou alors est-ce qu'au contraire, il avait un coup de chaud? Ça m'étonnerait vu la température. Donc, difficile à dire, même si on se rend compte que Roglic, a de temps en temps, sur des enchaînements d'étapes, on va dire, j'ai envie de dire assez intenses, mais là, sur Paris-Nice, ça n'a pas été si intense que ça. Il a tendance à craquer. C'était le cas sur la planche des Belles Filles en 3e semaine. L'année dernière, c'était sur une chute sur Paris-Nice, mais on peut supposer que cette chute survient parce qu'il n'est peut-être pas aussi bien que d'habitude. Donc, il a peut-être un problème de récupération comme ça, mais sinon, difficile à expliquer. Ou alors, c'était juste un jour.
un peu moins bien. Alex? Bah ouais, enfin, pas vraiment de théorie là-dessus. Peut-être une mauvaise gestion de l'effort, peut-être qu'il en avait trop fait les jours précédents, peut-être qu'il a mal récupéré, peut-être que la météo lui convenait pas trop. On peut mettre un paquet de théories, je suis pas sûr qu'on ait les réponses. Je sais pas s'il a dit sur Twitter ou sur une autre plateforme de réseaux sociaux pour la raison pour laquelle il était un peu moins bien. En tout cas, il pourra donner un sacré cadeau à Van Aert qui l'a bien aidé. On a eu des flashbacks un peu de Froome-Wiggins 2012 avec Van Aert qui lâche un peu Roglic avant de l'attendre pendant 2-3 mètres avant de redoubler d'efforts pour pouvoir revenir sur Yates. Donc ouais, je suis pas sûr et je pense pas vraiment qu'on sache, à moins que l'intéressé en personne nous dise pourquoi il était un peu moins bien. Et après encore, Primož Roglic en difficulté, il finit quand même seulement à 9 secondes de Simon Yates avec Wout van Aert, troisième de l'étape, donc il n'y avait pas grand monde qui était mieux que le Slovène. Après aussi, sur cette dernière étape, il n'y a pas eu d'échappée, les Jumbo-Visma ont imposé un gros rythme dès le départ. Est-ce que ça leur a pas justement nui un petit peu avec finalement Roglic qui s'est retrouvé très tôt tout seul avec Wout van Aert quand les Ineos ont accéléré? Peut-être qu'ils avaient juste peur d'un repeat des années précédentes, en fait. Ils se sont dit, bon, tant qu'on est en contrôle de la course pendant tout le long, il n'y aura rien qui nous arrivera. Donc c'était plutôt bien joué de leur part de faire comme ça. Oui, je pense. Le plus longtemps où tu as la course sous contrôle, le mieux seront tes chances à l'arrivée. Donc, du coup, au final, pour eux, c'était la bonne chose à faire s'ils n'étaient pas totalement sûrs de leur capacité tout du long pour ne pas avoir à gérer des relais d'échappée qui auraient pu aider d'autres leaders qui auraient attaqué plus loin. Je pense que ça les a avantagés. Eh bien, on va continuer par rapport à Paris-Nice. On a pas mal parlé de Primož Roglic à Jumbo-Visma. On va quand même évoquer nos coureurs français avec deux coureurs français qui terminent dans le top 10 du classement général, à savoir Guillaume Martin, 9e, et Aurélien Paré-Peintre, 10e. On a eu deux victoires d'étape françaises, comme vous en avez parlé, avec Christophe Laporte sur la première étape et Mathieu Burgodeau sur la 6e étape à Aubagne, qui est sorti en puncher. Au total, ça peut être quoi le bilan? Quel bilan on peut faire de ce Paris-Nice pour nos coureurs français? Bah, ça Bon. dépend de le point de vue. Alors, donc on a Alex qui nous dit un bon Paris-Nice. Déjà, c'est rare qu'on ait des compliments pour les Français de la part d'Alex. Anselme, précise ta pensée. Bah, si on prend le point de vue, je vais parler équipe française, Cofidis, ils ont Yon Izagirre 7e, Guillaume Martin 9e. Belle présence. Guillaume Martin a attaqué plusieurs fois. Yon en second rideau a été hyper régulier. Je pense que c'est pour ça qu'il a été recruté. On sait que cette année, les points UCI vont avoir de l'importance si l'équipe veut garder sa place en World Tour. Donc, il répond présent sur le premier, on va dire, aux premiers gros enjeux de la saison. C'est une bonne chose. Les deux semblent fonctionner bien ensemble, des tempéraments différents. Yon qui, plus rouleur, a pas forcément besoin de plus attaquer. Guillaume Martin qui a perdu du temps sur problème mécanique dans les bordures, mais on sait que le chrono c'est pas son truc, peut être plus porté sur l'offensive. Donc, je pense qu'ils ont un bon duo pour cette saison et que donc ce Paris-Nice va leur apporter un peu de confiance. Paré-Peintre, difficile de... J'ai pas trop d'avis là-dessus. Il était pris dans les bordures, hein, lui aussi, comme Guillaume Martin. Ouais, mais après ça, il a été, on va dire, il est là à la régularité, mais il a été très transparent. Là, on l'a vu, j'ai envie de dire, on l'a vu un peu à la Zubeldia en fin de groupe faire le gouvernail. Donc à voir. Après, il est, on va dire, il est relativement jeune. Et Aurélien Paré-Peintre chez AG2R qui a perdu deux de ses leaders ou coéquipiers, en tout cas avec, plusieurs, mais Ben O'Connor et Clément Champoussin qui étaient mieux placés que lui au terme de l'étape des bordures, n'ont pas fini ce Paris-Nice, hein, pour préciser. Oui, donc on va dire qu'il sauve les meubles, il fait un très bon leader de substitution. Après, est-ce que c'est une performance comme ça ou est-ce que c'est annonciateur de mieux plus tard? Je sais pas. Pour moi, je pense que pour l'instant, c'est une bonne performance, mais rien de plus. Et par contre, dernière équipe française, je passerai outre Quintana et Arkea. Quintana a répondu aux attentes très bien. Son début de saison le laissait présager. Je vais passer directement à Total. Et là, on a la super victoire de Burgodeau. Et par contre, on a Latour qui s'écroule complètement sur les deux dernières étapes.
alors qu'il faisait un super bon début de Paris-Nice. Et je me demande même s'il fait pas trop d'efforts parce que On va quand même préciser que ce qu'il perd, là où il perd beaucoup, c'est en fait sur l'étape de Nice, où il a un problème mécanique à peu près au milieu d'étape dans une descente. Il prend vélo de Fabien Doubé, puis il récupère son autre vélo derrière, mais trop compliqué de revenir ensuite. Donc il a été distancé sur un problème mécanique, hein, pour préciser. oui, Ouais, mais mais il avait déjà perdu. déjà Il est l'étape déjà d'avant passé au de Turini, 3e à 8e au Turini. Ensuite, Oui, il non, non, passe bien sûr, mais voilà. 16e. il perd il perd 2 minutes sur l'étape du Turini, je crois. Il a été distancé assez tôt, on va dire, entre guillemets, l'expression, c'est, il a remonté les morts un peu, mais il a bien limité la casse par rapport au moment où il a pété du groupe des favoris, on va dire. 2 Ouais, minutes mais 5, il a terminé. après il y a des trucs où on le voit faire un sprint de malade l'étape d'avant là, c'est dans l'étape que gagne McNulty. Il finit premier du groupe de favoris, à faire un sprint énorme. On se demande pourquoi. Je me suis dit, il n'y a pas de bonif, c'est tout plat. Pourquoi? À côté de ça, on a Roglic et Martinez qui finissent 2 dernières places du groupe. Enfin, ok, c'est une course d'une semaine, mais c'est des efforts qui comptent et il finira par craquer. Donc, petite déception pour la Tour parce que après la première étape, je me disais, je le pensais en forme et j'attendais un peu mieux. Donc, petite déception pour lui. Et après, par contre, Burgodo, super victoire. Genre, il est sorti dans le final et hyper costaud pour résister au retour du peloton. Après sa fin de saison de l'année dernière, où il était déjà très en forme, je pense que là, contrairement à Paris-Peintre, où je ne sais pas ce que ça annonce, ses performances de début de saison peuvent supposer qu'il est enfin passé un cap et qu'on le retrouve à un gros niveau prochainement. Le Julien Alaphilippe de Vendée, pour le bouc et les performances. J'allais dire du pauvre, mais tu le dis mieux. Alors, Anselme, t'as quand même oublié, je sais pas si c'est conscient ou non, les deux autres équipes françaises, à savoir Groupama FDJ avec David Gaudu qui a été pris dans une chute au moment où les bordures se sont créées sur l'étape d'Orléans, et B&B Hotel qui a été présente dans des échappées avec notamment Victor Koretsky qui a fait pour la première fois une sortie de plus de 200 km sur l'étape de Bagne, en échappée en plus, donc voilà pour compléter le bilan. Après là, il y avait peut-être moins de choses à dire, je pense. Il n'y a pas vraiment de fait marquant. Enfin, Bonamour montre qu'il a encore les jambes. Il fait 2e derrière McNulty, à 2 minutes. Et il répond présent sur l'étape difficile. Et Groupama chope le maillot à poids. Enfin, Groupama, ils viennent avec Gaudu. On va dire que ça, je fais des guillemets, que vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets, ça sauve leur Paris-Nice. Mais quand on vient avec Gaudu, on espère autre chose que de revenir avec le maillot à poids. Ils ne gagnent pas d'étape, tout ça. Donc, pour une équipe pour le Tour, c'est très secondaire. Après, c'est là où c'est de la malchance quand t'as ton leader qui se pète sur une grosse chute et qui finit l'étape dernier à plus de 10 minutes, qui a un peu tout le corps en vrac. C'est compliqué, mais bon. Certains diront qu'on chute jamais par hasard, mais est-ce qu'on va aller sur ce terrain-là? Est-ce que c'est pas peut-être aussi quelque chose à laquelle l'équipe Groupama FDJ est habituée avec Thibaut Pinot, consort? C'est pas pour ça qu'on les aime. Très probablement que oui. Il y a peut-être un peu de ça. Avec tout ça, donc on a fait le débrief de Paris-Nice. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, mais on va pas y passer 3 heures non plus. On va continuer sur Tirreno Adriatico, qui a vu la victoire de Tadej Pogačar. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Tadej Pogačar, la question c'était est-ce qu'il est battable? La réponse sur ce Tirreno, c'est non. Ou alors il faut qu'il se trompe de route pour que Warren Barguil remporte l'étape, la 5e étape. Mais ma question c'est Tadej Pogačar, au final, jusqu'où il peut aller Le jour où il y a une route, la lune. Carrément. Parce que pour le coup, Tadej Pogačar, en parlant de, il y a une stat qui est aussi parlante, c'est que à partir du moment où il a pris la tête du classement général d'une course par étape, il ne l'a jamais perdu. Ah non, mais c'est les stats sur il suffit de trier les courses par résultat et c'est abusé. Il a quasiment autant de plus de résultats dans le top 10 qu'en dehors sur l'ensemble des courses. Il est tout le temps présent, tout le temps, il écœure tout le monde. Sur l'étape de montagne, son attaque, t'as Landa qui place 3 démarrages, qui fait le truc au forceps. Pogačar, il place une attaque et c'est ciao.
Enfin, en 200 mètres, il y a 25 secondes. Est-ce que aussi justement quand Pogacar attaque, Vingegaard pas trop puisqu'il engueule Landa, mais Landa et Porte se disent pas un peu bon bah Pogacar s'en va, on peut rien faire. Ouais, mais enfin, ça parle, ça montre la supériorité, enfin, et on va dire, je vais pas dire la crainte, mais juste l'impuissance qu'il inspire à ses adversaires. C'est comme si dans les courses amateurs, tu laisses partir un type parce que bah il est pas dans ta catégorie, donc tu t'en fous. On a l'impression que c'est pareil. Que non, bah on sait pas jusqu'où il peut aller. Il a 23 piges. Bah, on J'ai envie sait de où dire, il peut aller sur cette saison, hein, déjà. Milan-San Remo, Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, Ronde, Flèche Wallonne, Tour de Slovénie, Tour de France, Vuelta et Lombardia. Voilà. Combien de victoires sur toutes ces courses, sachant que le Strade Bianche est déjà passé. Hein. Bah, oui. Tour de France, 21 étapes et générale, ça fait 22. Et après, faut faire le reste. Oh non, bah. Alors il va peut-être laisser les Champs-Élysées à Wout van Aert, on sait jamais. Non, mais Disons juste qu'il y aura plus de victoires que d'épreuves, hein, ça c'est clair. bah, là, le truc, en fait, c'est que il n'y a pas une course où on va pas le glisser dans les favoris tant on sait pas jusqu'où il peut aller et ce que sera son potentiel. Même si le Tour des Flandres, on va dire que il y a 10 ans, on aurait dit bah c'est un grimpeur, ok, viens sur le Tour des Flandres, il va rien faire. Mais un mec comme Valverde, son premier Tour de Flandre, il le finit dans le top 10 à plus de 30 piges. Pogacar, vu le niveau qu'il a, bah on se dit bah, pourquoi pas en fait. On parle d'Evenepoel comme le successeur de Merckx. Aujourd'hui, dans les résultats et la polyvalence, c'est plutôt Pogacar. Ce Tirreno Adriatico remporté par Tadej Pogacar. On a aussi vu un Français qui a fait parler de lui avec une place dans le top 10 du classement général final. C'est Thibaut Pinot, 8ème. Thibaut Pinot, 8ème du classement général de Tirreno Adriatico. Pour situer, la dernière fois qu'il était dans le top 10 d'une course par étape pour le Tour, c'était le Critérium du Dauphiné 2020. Donc c'est dire que un petit peu, il revient de loin. On va dire comme ça. Thibaut Pinot, concrètement, qu'est-ce que vous en avez pensé de la course du Franc-Comtois? Rassurante. Il redonne de l'espoir aux fans, et ça c'est beau. Juste pour les briser quelques semaines plus tard. Incroyable. Oh là là, quand il va aller gagner le Tour de France. Oh, on le ressortira cet extrait. Non, mais bah rassurant parce que même si son début de saison l'était déjà, là c'est au niveau World Tour, c'est une concurrence beaucoup plus rude. Il finit au général entre Caruso et Bilbao, qui sont des bons coureurs en bonne forme. Il a été lâché à la pédale par plus fort que lui. Il a été plutôt en second rideau, mais on l'a jamais vraiment sorti complètement à l'agonie, complètement craqué. Vraiment en gestion. On a l'impression que tout ce que c'est problèmes de dos, tout ça, c'est derrière lui. Et donc, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas voir sa forme croître de manière ascendante jusqu'au Tour de France. Là, c'est la confirmation qu'on a retrouvé le vrai Thibaut Pinot ou c'est un peu trop tôt encore pour s'enflammer? Bon, c'est trop tôt, on n'est pas encore au niveau du Tourmalet 2019. Mais j'ai envie de dire qu'on est sur une voie plus rassurante que celle du début de saison l'année passée. Et Alex, en dehors de tes sarcasmes, toi qui n'es pas le plus grand défenseur des coureurs français, mais Thibaut Pinot, après les déboires qu'il a eu, qu'est-ce que ça fait de le revoir jouer un top 10 en World Tour? Bah, je vais pouvoir le rebâcher sur les courses d'après, ça va être génial. Parce que d'habitude. Je sais pas pourquoi je t'ai posé la question. Ouais, voilà. Hein. Tu te doutais à l'avance que ça allait être une réponse comme ça en plus. Non, enfin, en vrai, pas de grand chose à ajouter sur le truc que j'avais dit avant. Hein. Pour moi, Pinot, ouais, ok, c'est rassurant, mais pour moi, il va devoir prouver un peu plus qu'un fond de top 10 sur Tirreno pour dire qu'il est vraiment de retour, parce que d'habitude, c'est pas vraiment des performances qu'on attend de Thibaut Pinot. Donc de là à dire qu'on a retrouvé le Thibaut Pinot d'avant, oh là là, il va nous sortir des numéros sur le Tour de France. Bon, peut-être se calmer un petit peu, on va dire ouais, c'est bien, il se reprend. Est-ce qu'il va faire pareil sur d'autres courses? Est-ce qu'il va de nouveau décevoir? J'en sais rien. Donc moi je dirais gardez vos attentes limitées et puis vous ne serez pas déçus. On va rester sur un coureur français de Groupama FDJ après Thibaut Pinot. Arnaud Démare, deuxième de l'étape de Terni au sprint derrière Caleb Ewan, également un top 10 sur la dernière étape à San Benedetto del Tronto.
et 17e assez loin de l'emballage pour la victoire sur le premier sprint à Sovichile, remporté par Tim Merlier dans un sprint sur une route assez serrée et sinueuse. Au final, donc voilà les 3 sprints, les 3 résultats pour Arnaud Démare. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Sa deuxième place, le fait qu'il ait encore du mal parfois à être bien placé, à tenir la roue de Jacopo Guarnieri ou Ramon Sinkeldam qui sont devant lui dans le train. Qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité pour Arnaud Démare sur ce Tirreno? Bah, c'est frustrant en fait. Parce qu'on voit Arnaud Démare, tu vois, à chaque fois, il fait de bons sprints. Il ferait vraiment de bons sprints en termes de vitesse pure. Je pense que c'était un des meilleurs, voire le meilleur en vitesse pure. Mais c'est frustrant à chaque fois, à chaque sprint, c'est systématique. Il se plante, soit il se fait avoir dans le placement, soit il a du mal à tenir la roue, notamment dans la passe au Guarnieri où les gens avaient inventé l'excuse que Christophe l'avait tassé ou quoi que ce soit, alors que c'est totalement faux. Il faut se poser les bonnes questions. Sur le dernier sprint, il a quand même pas la place de passer entre Christophe et les barrières. Sur le dernier sprint, où tu mets Boigny Il à se la fait place, pas il dégage tasser. Christophe, il gagne, il se fait déclasser. Bon après, Ouais, mais non, de il a là à pas la dire place que de passer. Christophe le tasse, non. Non, au moment où il voit l'ouverture, parce qu'il s'arrête 2 fois de pédaler, il voit l'ouverture, il va y aller, et Christophe recale son épaule, et la place est hyper limite. Et après, ce qui arrive à Jakobsen, on peut comprendre que le type, il va y penser à 2 fois avant de forcer le long de la barrière. après, Après, je pense pas que dans un sprint à une telle vitesse, telle intensité, je pense pas que tu penses beaucoup aux accidents qu'il y a eu. Je pense que c'est juste un réflexe. Tu dis, j'ai pas la place. Bah, J'ai pas la place. Et d'un côté, ce qui est rageant aussi, c'est de voir que Phil Bauhaus, qui était juste dans la route Arnaud Démare, il attend un tout petit peu plus et il fait un sprint en diagonale pour trouver l'ouverture à droite. c'est peut-être pas l'accident, mais je pense qu'il y pense et il se dit qu'il a pas la place. Et à ce moment-là, il arrête de pédaler parce qu'il doit se dire, si j'y vais, je tombe. Parce que s'il pense pas à la chute, je vois pas pourquoi il tente pas. Il dit au pire, bah, on verra. Mais pour T'aurais être tenté, toi attaqué, Quoi T'aurais tenté, toi je sais pas. Moi, le problème, c'est que j'aurais peur de péter mon vélo. Donc, T'as le droit de dire que je suis pas sprinter aussi. Hein. bah, Moi, ma c'est le contre-la-montre, c'est pas ça. moi, je suis plus sprinter que grimpeur. Donc, mais j'en sais rien parce que un sprint à la pancarte à l'entraînement du club, c'est pas un sprint sur Tirreno. Donc, c'est complètement différent. Mais pour te répondre, je pense qu'il faut retenir les deux. Et son sprint sur l'étape de Terni où il est monstrueux et Ewan le bat, mais bon, c'est Caleb Ewan qui est peut-être le meilleur sprinter en termes de kick où il se décale de la roue et il fait le jump instant, donc hyper dur à battre dans ces moments-là. Et sinon, Démare, il lance d'hyper loin et sur un faux plat montant, pavé, et il n'y en a qu'un seul qui est capable de le remonter. Donc sa perf, elle est hyper rassurante. Dans ce cas-là, faut faire un sprint sur la trouée d'Arambert alors. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu trop bosselé. Mais non, mais dans ce cas-là, je pense qu'en fait, Démare sur les profils, il y a 10 ans, on aurait dit des profils pour Ushoff, mais des sprints en faux plat après des courses un peu dures, là, il va être très bon. Sur les sprints plus faciles où les autres sprinters ont plus de fraîcheur, bah, on se rend compte qu'il se fait bouger à fond et que le train FDJ, c'est pas le train HTC d'il y a 10 ans et ils n'ont pas la capacité de mettre tout le monde en file indienne. Donc, c'est un peu la loterie de Démare, ouais, il est rapide, mais pour jouer la gagne, déjà, il faut qu'il puisse faire le sprint. On l'a vu déjà sur l'UAE Tour, où hyper souvent, en fait, il fait 5-6, mais parce qu'à aucun moment, en fait, il est capable de vraiment lancer son sprint. Il y a toujours une roue devant et on le sent toujours un peu gêné. Donc, c'est un Tirreno. Il y a du positif et du négatif, donc à voir pour la suite de la saison. Qu'est-ce qui peut lui manquer concrètement pour avoir à la fois les victoires et un peu plus de régularité aussi dans ses résultats? Je vais me dire, c'est presque ironique, mais une mentalité un peu à la Boigny il y a 3-4 ans où tu vois un trou, tu y vas. Un truc on va prendre une phrase de Formule 1, mais c'est Senna qui disait si il y a un gap et que tu y vas pas, bah t'es plus un pilote. Bah là, pour un sprinter, c'est pareil, c'est le trou, si tu y vas pas, bah tu resteras deuxième. Donc je pense qu'il faut qu'un mental un peu plus tueur, ça lui permettrait de gagner un peu plus souvent. Après, finalement, est-ce que c'est quelque chose que Arnaud Démare a déjà eu, ça? Je sais pas. Ses premiers succès au Qatar ou à Hambourg, on le connaissait pas. Il sortait tout juste des rangs espoirs et on l'avait pas analysé. Où on se dit, je me rappelle plus. Enfin, c'était il y a 10 ans, mais j'ai pas le souvenir qu'on disait qu'il savait pas frotter ou des choses comme ça. Ou alors,
si c'était le cas, il avait l'excuse du néo-pro, donc il faudrait se repencher sur ces courses-là. Mais je pense, Bouhanni, très jeune, c'était le sanguin, c'était le sprinter dangereux. Et le sprinter dangereux, bon, après, il y aura toujours débat sur le sprint. Mais c'est juste le mec, il veut gagner. Et c'est le mec qui débranche. Denis Flao, il disait qu'il débranchait son cap de frein avant le sprint. Ça, c'est des mecs, ils vont y aller, point barre. Démarre, ça va être le sprinter un peu plus sensé, un peu moins kamikaze. Et donc, forcément, il y a des opportunités qui sautent. Alex, est-ce qu'il peut y avoir une autre solution pour Arnaud Démare que le mental de tueur à aller chercher et qui n'est pas forcément simple quand on ne l'a pas naturellement? Difficile à dire, peut-être juste, s'il ne sait pas se lancer tout seul, une meilleure équipe pour pouvoir le placer, mais après, je trouve que son équipe, son train est plutôt bien rodé à Arnaud Démare. Enfin, il manquait peut-être Kung, il manquait juste peut-être Kung, mais à part ça, t'avais Guarnieri, t'avais Sinkeldam, t'avais Kono Aloas, ça va, hein, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font, donc ouais, pour moi, c'est comme Ansel m'a dit, au final, c'est peut-être juste un problème de mental qu'il est peut-être pas assez agressif sur les sprints, qui prend peut-être pas assez de risques au final. Et par rapport à Jacopo Guarnieri, il a été critiqué, mais on l'a vu notamment sur la dernière étape remonter Arnaud Démare comme une balle sous la flamme rouge, donc il montre qu'il a encore de belles jambes et qu'il s'est encore bien placé Arnaud Démare. Je pense que ça a été aussi rassurant sur ce point-là. Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, on va terminer ce podcast en parlant du premier monument qui arrive ce samedi, à savoir Milan-San Remo. On n'a pas parlé de Warren Barguil, c'est incroyable. Hein. Warren Barguil qui a gagné tout à fait sur Tirreno Adriatico en échappée en baroudeur. Tu fais bien de le signaler, première victoire en World Tour pour lui depuis le Tour de France 2017 et l'arrivée au col d'Izoard. Heureusement qu'il n'est pas en forme. Ouais, c'était Hugo là, il y a 2 semaines qui voulait pas se montrer trop confiant pour Warren Barguil. Au final, il est allé chercher une victoire d'étape pour l'équipe Arkea Samsic. On va donc terminer ce podcast en parlant de Milan-San Remo, le premier monument de la saison qui arrive ce samedi. Question toute simple, messieurs, qui est votre favori pour la Classissima, la Primavera? Il y a plein de surnoms. Alex, pour toi, qui va remporter Milan-San Remo? Wout van Aert. Code facile, là, un petit peu, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. C'est le cheat code, quoi. Van Aert, tu vois le profil de Milan-San Remo, c'est la première personne à laquelle tu penses. Tu dis, celle-là, elle est pour Van Aert, c'est facile, c'est son créneau. Puis ensuite, tu vois la start list, et ça, ouais, mais Pogačar. Ah, je sens que t'hésites entre Van Aert et Pogačar. Anselme, grosse cote ou un coureur, un favori un peu plus assuré? Je ne joue jamais au jeu d'argent parce que je suis un peu trop joueur. Et moi, je vais dire Binyam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché ou Antigobert Matériaux. En effet, t'es joueur. Mais c'est un coureur hyper rapide au sprint et qui est très à l'aise sur les profils accidentés. Le profil idéal pour Milan-San Remo. Alors certes, il est jeune et 300 km, ça fait beaucoup, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Moi, je dis que s'il ne gagne pas, ce qui serait s'il gagne, c'est une grosse surprise. Mais je pense qu'il sera là pour la gagne dans le final. Donc, je le choisis, on va dire, en favori, mais je sais que la cote est grosse. Et je suis quasiment sûr qu'un top 10 est plus que jouable pour lui. Et on verra, hein, lui qui découvre Milan-San Remo. En tout cas, c'est Binyam Girmay, l'Érythréen, qui était jusqu'à moitié de l'année dernière au sein de l'équipe d'Elco. Il a rejoint Intermarché l'été dernier, donc son premier Milan-San Remo. Ansel, pourquoi t'as pas dit Wout van Aert, tout à l'heure Pogačar C'est trop facile, c'est à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Alors, mets un truc comme Julien Alaphilippe, un truc un peu osé, quoi. Benoît Cosnefroy, c'est pas osé. Julien Alaphilippe, ça fait 4 éditions qu'il est sur le podium ou dans le sprint final. Donc, cette année, c'est osé, parce que entre Pogačar et Van Aert... Alaphilippe, c'est le 3e larron. Pour Julien Alaphilippe, est-ce que le fait d'avoir été en difficulté sur Tirreno Adriatico après sa chute sur l'Estrade Bianche
À quel point ça peut l'handicaper pour Milan-San Remo? Peut-être dans la tête, mais il est double champion du monde. Il a déjà gagné San Remo. Dans la tête, c'est vraiment, je pense, la seule limite, sauf s'il est touché physiquement et qu'il l'a pas dit. Mais J'aurais dit plus dans le corps que dans la tête, hein, s'il y a des blessures physiques, mais non, bah oui, non, mais je veux dire, enfin, pour moi, la seule limite, elle serait psychologique. Mais il n'y a pas de raison qu'il en ait. Donc, enfin, c'est pas un coureur qui va avoir des complexes étant donné son palmarès. Moi, je pense qu'il va répondre présent. Hein. Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas. et du coup, pour toi, Alex, meilleure chance française, c'est Julien Lafilippe ou un Benoît Cosnefroy, par exemple? Turgis. Pour moi, faut pas rigoler quand même. La meilleure chance française, c'est Julien Alaphilippe. Je dis que ce serait plus un pari osé mais réaliste, juste parce qu'en fait, le duo Van Aert-Pogacar est tellement au-dessus que pour moi, ça me paraît limite inconcevable que l'un des deux ne gagne pas. C'est juste Après- qu'il y a les deux, et puis ensuite, il y a les mecs comme, ouais, tu vois, Alaphilippe, tu vois Harman à la limite, bon, peut-être Cosnefroy, j'y crois un peu moins, ou Kwiatkowski aussi, dont on n'avait pas parlé, qui est chez Ineos, je viens de le voir sur la start list, qui sont dans un groupe un petit peu en dessous de ceux-là, en fait. Et puis par contre, Girmay, t'as fumé, hein? Ah oui, il a Après, dit qu'il le était mec, joueur. il- Hein. Le mec qui se fait taper par Anthony Turgis sur Paris-Nice quand même au sprint, hein, t'es confiant, hein? Après, j'allais dire, niveau français, j'ai envie de dire, outre Alaphilippe, j'aurais parlé de Desmar, mais il y en a un, pour rester dans les cotes un peu, pourquoi pas, qui pourrait faire une bonne perf, c'est Brian Cocard, parce qu'il a été très très en forme en ce début de saison. C'est un parcours qui lui convient. Alors, il n'a pas fait Milan-San Remo depuis 2014, il n'avait pas fini, mais depuis, il a quand même pris pas mal de caisses, et je pense que ça peut être un profil intéressant. Oh, Et si d'ailleurs- Cocard remporte Milan-San Remo après ne jamais avoir gagné un World Tour, là, le forum va imploser. Ah, ce serait une perf incroyable. Mais en plus, surtout que on est tellement sûr que qu'il y a un groupe qui va sortir. On s'attend à de l'attaque dans le pot et tout, que à tous les coups, ça va finir par un sprint. Et un vainqueur improbable. C'est écrit. Bon, eh bien, on verra ça, sachant que pour compléter, parmi les autres coureurs français qui peuvent faire quelque chose, on a du Anthony Turgis, Arnaud Démare, Benjamin Thomas aussi chez Cofidis, ou encore Nasser Bouhanni, puis aussi, pourquoi pas, Florian Sénéchal chez Quickstep, si on va vraiment chercher loin, mais Anselme est allé chercher un petit peu loin avec Binyam Girmay, donc, sait-on jamais. On va finir avec un petit mot quand même, parce que Milan-San Remo, c'est le premier monument de la saison. Il y a 2 semaines, on avait eu l'Estrade Bianche. Il y avait quand même des débats. Est-ce que l'Estrade Bianche, c'est le 6e monument de cycliste de la saison? Est-ce que il faut élargir la liste, la définition des monuments? Actuellement, on a 5 monuments, hein, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Est-ce qu'il y a plus de courses que cela qui peuvent prétendre à ce statut de monument, selon vous? Bah, déjà, moi, je ne mettrais pas l'Estrade. Il y avait une étude, un sondage des coureurs qui demandait qu'est-ce qui faisait d'une course un monument. Et il me semble que le premier, c'était la réputation. En tout cas, l'historique participait beaucoup au truc, et en fait, c'est ce que l'Estrade n'ont pas. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. Et C'est qu'elles sont trop récentes. une vraie distance. Ouais, c'est ça, une classique de 100 km. Ok, l'Estrade, c'est un spectacle incroyable tous les ans, mais c'est 180 bornes et ça existe depuis 20 ans. Les monuments du cyclisme, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, depuis 100 ans, quoi. Et puis, il faut que ça ait de la distance, 250 bornes ou plus. L'Estrade, ça rentre dans aucune des deux catégories, donc pour moi, ça rentrera jamais dans les monuments. Et je vois pas vraiment quelle course pourrait rentrer dans le statut de monument. La seule que je pourrais voir à la limite, ce serait peut-être Gand-Wevelgem, mais c'est tout. Ah, moi, je suis pas d'accord, non. J'aurais dit soit l'Amstel, pour la place Oui, à part qu'elle occupe dans le triplé ardennais, et puis l'historique, c'est une classique du Coupe du Monde, c'est pas vraiment la Flèche et Liège, c'est pour puncher. L'Amstel est plus ouverte, elle a l'historique, tout ça pour être un monument. Ou sinon j'aurais dit Paris-Tours, parce que pour moi ce qui fait aussi un monument, c'est l'enjeu qu'en découle. Et aujourd'hui les monuments, c'est des courses sur lesquelles taxes ta saison, une partie de ta saison.
Et Paris-Tours, pour moi, ça reste moins maintenant, mais c'était la classique des sprinters de fin de saison et c'était le dernier objectif. Et même si aujourd'hui elle est plus World Tour, ça reste une des courses, pour moi, les plus importantes de la fin de saison et la plus importante du calendrier français. Donc pour moi, ce serait Amstel ou Paris-Tours. Alors justement, par rapport au sondage dont tu parlais, Anselme, c'était un sondage fait par l'équipe auprès des coureurs du World Tour. Il y avait eu près de 400 répondants et plus de la moitié ont dit que les Strade Bianche mériteraient d'être le 6e monument. Il y avait 5 réponses pour Paris Tour et par exemple une réponse pour Chimay Binche. Mais c'est pareil. Je tenais à le préciser parce que C'est un Belge qui l'a mis à tous les coups. Hein. Ça m'a fait rire aussi. Et après, oui, par rapport aux critères de ce qui fait un monument, c'est en effet ce qui vient en premier, la réputation, la difficulté, l'ancienneté, ce qui finalement ne veut pas forcément dire grand-chose non plus, parce que les connaisseurs un peu historiques du cyclisme pourraient rappeler qu'il fut une époque où la Flèche Wallonne avait plus d'importance que Liège-Bastogne-Liège, par exemple, donc ça fluctue. Finalement, qu'est-ce que c'est un monument pour vous, si vous deviez définir en quelques mots? Ouais, comme j'ai dit, pour moi, un monument, ça doit être une course qui a une certaine ancienneté, d'une part. Donc effectivement, Paris-Tours peut y prétendre, première édition en 1896, mais aussi Gand-Wevelgem, première édition en 1934, donc c'est plutôt ancien. Amstel un peu moins, première édition dans les années 60. D'autre part, la distance. Forcément, un monument, ça doit avoir une distance assez conséquente. Donc je dirais, pour être considéré un monument, 230 ou 250 km, plus de 230, 250 km. 3, le prestige, certaines formes de prestige pour gagner la course, parce que tu vas pas la donner aux Euro-Ice classiques à Hambourg, tout le monde s'en fout, hein, je suis désolé. Pour ceux qui la remportent, les sprinters, ils sont certainement très contents de la gagner, mais comparé à un monument type Ronde van Vlaanderen, on s'en fout un peu. Ou Milan-San Remo pour les sprinters. Ou Milan-San Remo pour les sprinters, exactement. Tandis que, par exemple, un grand Wevelgem, ça aura plus de prestige qu'une Euro-Ice, pas forcément qu'un Milan-San Remo. Il y a déjà un petit monde entre eux. Donc, pour moi, ces 3 critères-là sont les plus importants, à mon avis. Donc, du coup, forcément, on peut les mettre. Les Strade complètent un des critères, c'est-à-dire le prestige, parce que forcément, les Strade, c'est un beau spectacle tous les ans, et il y a une certaine dose de prestige dedans, mais il n'y a ni la distance ni l'ancienneté de la course. Anselme, pour terminer sur ce mini-débat, qu'est-ce que c'est un monument? Je suis d'accord avec Wings sur le fait que pour moi, ça doit faire 250 km et que l'histoire est hyper importante. Et pour moi, un monument, c'est quand tu le gagnes, ça te fait passer d'un coureur qui fait une bonne carrière à tu as gagné un monument. Piolet, il était un peu dans l'oubli. Il a gagné San Remo, une édition en plus dantesque. C'est bon, ça en fait un coureur important de l'histoire du cyclisme. Démarre pareil. Moreno Moser, il gagne les Strade Bianche. Ça va qu'il y a un Moser avant lui, parce que sinon, on peut pas dire. Enfin, Colomnev va gagner la première édition. C'est la première édition, si tu dis pas de conneries. Mais c'est pareil, ça parle pas tant que ça. Le facteur historique, c'est tout un truc, c'est à part. C'est comme un grand tour, c'est tout ce qui est autour est tellement important que là, les Strade Bianche, en fait, on veut en faire un monument parce qu'avec les chemins de terre, ils ont apporté des courses décousues complètement à l'opposé de ce qu'on avait à ce moment-là dans le cyclisme, avec des trucs hyper cadrés ou hyper chiffrés. Et donc, on s'est dit, c'est trop bien, forcément, c'est le 6e monument. À ce rythme-là, on met le Trobreléon, hein. On invite tous les World Tour sur Trobreléon et on le classe monument, parce qu'on a du spectacle, le Trobreléon, à chaque fois. Hein. En fait, il y a tout autour. Là, aujourd'hui, la Strade Bianche, c'est juste avant Tirreno. Ça rassemble, on va dire, plusieurs types de leaders, mais ils voient ça comme une, on va dire, préparation. S'ils enchaînent sur Tirreno, San Remo, très rares sont les coureurs à se dire, mon début de saison, mon pic de forme, c'est les Strade. Les mecs, c'est une course, je ne vais pas dire de préparation parce qu'elle est quand même World Tour et elle commence à avoir une vraie réputation. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas le Graal. Les Flandriens, ils veulent gagner Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Les punchers, ce sera les Ardennaises. Les grimpeurs, ce sera le Lombardie, Liège ou un grand tour. Et les Strade, on va dire que s'ils peuvent la gagner, ils vont la gagner. Mais à choisir, ça va être une autre. En fait, c'est ça, c'est un monument, c'est le truc, c'est tu veux le gagner. Point. C'est quand tu as le choix, ce sera celui-là que tu prendras. Les Strade face à un monument,
Aujourd'hui, elle fait pas le poids. Eh bien, merci pour ces descriptions, ces analyses et ces tentatives de définition de ce qu'est un monument. Et t'as raison, Alex, on pense au Trobroléon et son organisateur Jean-Paul Melouette qui... En plus, tu gagnes un cochon. C'est mortel. c'est le meilleur breton qui gagne un cochon, pas le meilleur coureur, hein. Andrea Vendrame était un peu déçu par rapport à ça quand il avait gagné le Trobron. Le Trobro. Et Trobro-Léon d'ailleurs qui... course, on en parle hein, parce que c'est la course qui passait par les chemins de terre avant que ce soit la hype. Ribine. Les ribines, tout à fait, en breton. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On a bien dégrossi l'actualité de ce début mars avec Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui se sont terminés et Milan-San Remo qui approche avec Jasper Stuyven qui remettra son titre en jeu ce samedi. Merci beaucoup Anselme et Alex d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast. Et pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve d'ici 2 semaines. Ça sera au milieu des Flandriennes, juste avant le Tour des Flandres et après notamment Gand-Wevelgem, on en a parlé il y a quelques minutes. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.